Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le Forum des énergies et de l'emploi des jeunes. Je suis Lucie Borin, je suis responsable des programmes d'entrepreneuriat chez Energy Generation et je suis basée à Lomé. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour parler de thématiques très importantes dans ce forum. On va s'intéresser à l'éducation et à la formation et voir comment s'assurer de la disponibilité d'un pôle de compétences locales pour accélérer la transition énergétique. Comme vous le savez, les enjeux de ressources humaines et de compétences sont au cœur de la transition et du développement soutenable et font de la jeunesse le premier capital du continent. Donc, comment préparer ces jeunes au métier de la transition énergétique et surtout comment garantir une employabilité à long terme. Donc, c'est là une problématique fondamentale que les organisateurs du forum ont voulu adresser et à laquelle, chez Energy Generation, nous sommes également particulièrement attachés, puisque nous travaillons activement pour fournir des formations d'excellence à cette jeunesse africaine pour qu'elle soit armée pour relever les défis les plus pressants du continent. Donc, avec moi, pour parler de ces enjeux aujourd'hui, trois invités de marque qui ont une grande expérience dans le secteur de la formation, du recrutement et surtout dans le secteur des énergies renouvelables au Togo et sur le continent. Donc, je suis ravie d'accueillir Monsieur Komla Awouté, qui est ingénieur génie électrique spécialisé dans les énergies renouvelables. Monsieur Awouté est directeur de Ejan Togo, une entreprise spécialisée dans la promotion et la vulgarisation des énergies renouvelables, qui réalise des études, la conception et la réalisation de projets solaires photovoltaïques. Il est également promoteur du Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable, qui est une académie de formation aux métiers professionnels axée sur les énergies renouvelables, qui a son siège au Togo, mais qui est également actif dans l'ensemble de la sous-région. Une autre information intéressante à noter, M. Awouté est chargé de pôle énergétique et de l'autonomisation des jeunes à l'Organisation des jeunes engagés dans le développement durable, donc l'organisation qui est à l'origine de ce forum. Mon deuxième invité est un dirigeant d'entreprise qui a plus de 20 ans d'expérience dans le développement et la croissance d'entreprises internationales. Je suis ravie d'accueillir Cédric Filet, qui est le PDG et le président du conseil d'administration du groupe Aldelia. Cédric a fondé Aldelia en 2005. C'est une société de services de ressources humaines et de recrutement. L'entreprise a pris rapidement une dimension internationale et elle recense aujourd'hui une présence dans 27 pays et elle compte près de 600 employés. 600 employés et 7000 clients qui ont bénéficié de prestations de recrutement sur mesure. Aujourd'hui, Aldelia le cœur de ses activités se situe principalement en Afrique et Cédric est très engagé pour l'accès des talents africains aux opportunités de travail décentes. C'est notamment de cette conviction qui va nous faire découvrir une plateforme digitale qu'il a créée de job matching. Finalement, je suis très heureuse d'accueillir sur ce panel Alain Tossa, qui est de nationalité béninoise. Il est docteur en génie électrique de l'Institut 2IE du Burkina. Il est ingénieur de conception de l'école polytechnique d'Abomey-Calavi au Bénin. Monsieur Tossa a près de 10 années d'expérience. Il est spécialisé dans les énergies renouvelables, le photovoltaïque en particulier. Depuis 2010, il exerce au Bénin et au Togo et il a occupé des postes de directeur technique de deux structures locales qui sont bien connues, Solaris au Bénin et Kia Energy Group au Togo. Monsieur Tossa a activement participé dans plusieurs pays de la sous-région à l'installation de systèmes solaires photovoltaïques pour l'électrification rurale et périurbaine. Son expertise dans l'énergie couvre non seulement le solaire, mais aussi le solaire thermique à basse température, la biomasse, les piles à combustible, et il a participé à la construction de plusieurs prototypes. Finalement, ce dernier invité est aussi enseignant à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi au Bénin, et il enseigne les systèmes hybrides d'énergie, la modélisation technico-économique de systèmes hybrides. Donc beaucoup de termes techniques. On va essayer pendant ce panel de vous parler donc, de ces principaux enjeux sur le capital humain. Et on va essayer d'être assez concis et très clair pour essayer de ne pas être trop technique. Donc, après ces présentations, je vous propose d'entrer directement dans le vif du sujet. Donc, je vais demander à chacun des trois invités de nous présenter en quelques minutes les enjeux et les initiatives respectives qu'ils mettent en place sur ces thématiques.
Donc, je propose à Monsieur Tossa de prendre la parole en premier. Ok, merci Lucie. Avant de commencer, je voudrais remercier très sincèrement tous ceux qui ont contribué à l'organisation de ce panel, donc à nous offrir cette tribune pour partager donc, avec le reste du monde notre compréhension donc, sur le thème. Alors, ce n'est plus qu'un secret de Polichinelle aujourd'hui. L'Afrique et l'Afrique subsaharienne a les taux d'électrification les plus bas au monde. Et à côté, nous avons des ressources en énergie renouvelable qui sont assez importantes. Et donc, la question qui convient de se poser tout de suite, c'est quel est ce paradoxe et comment arriver donc à surmonter les défis qui sont les nôtres. Il faut dire que si nous prenons le domaine donc du solaire, nous avons au Bénin et au Togo, pour ne citer que ces deux pays-là, donc des irradiations qui dépassent 5 kWh par mètre carré par jour, alors qu'en Allemagne, vous avez très rarement 3 kWh par mètre carré par jour. Et récemment, donc, j'ai rencontré des dirigeants d'entreprises qui interviennent donc, dans l'agroalimentaire et qui sont obligés d'arrêter leur production parce qu'ils ont du mal à gérer les déchets qui sont générés donc, de par la transformation donc, des différents produits. Et donc, ces déchets-là, on le sait tous, constituent donc, une manne, donc un potentiel énorme en termes de ressources énergétiques. La question qui se pose tout de suite, c'est comment nous n'arrivons pas à exploiter toute cette manne que la nature a mise gracieusement à notre disposition. Et ça m'amène tout de suite à parler de l'importance d'un pôle de compétences locales qui unit les unités universitaires, donc les entités universitaires, les laboratoires, les entreprises, pour véritablement discuter des enjeux des systèmes d'énergie renouvelable. Et j'ai listé 3 axes sur lesquels ce pôle, donc ce pôle de compétences, doit véritablement réfléchir. Le premier axe, c'est bien les choix technologiques. Dans le domaine donc, des énergies renouvelables, vous avez plusieurs technologies. Quand je prends le soleil que je maîtrise assez bien, vous avez des technologies donc, cristallines, on va dire des technologies micromorphes, un certain nombre de technologies dont le comportement dépend des climats en présence. Alors, comment fait-on les meilleurs choix de technologies pour nos zones climatiques? J'ai eu à travailler au Burkina pendant 3 ans sur une étude comparative de différentes technologies qui a ressorti donc, les couches minces comme étant les meilleures technologies. Aujourd'hui, on le sait, dans la sous-région, c'est beaucoup plus les technologies cristallines qui sont utilisées. Quelle est la retombée tant technique qu'économique d'un tel choix? Le deuxième axe sur lequel il faut forcément réfléchir, eh bien, ce sont les méthodes de dimensionnement que nous utilisons aujourd'hui. Ces méthodes, pour la plupart, se basent sur des coefficients qui n'ont rien à voir avec nos réalités. Quand je reste toujours dans le domaine du solaire, vous avez, donc, pour dimensionner les éléments de stockage, un nombre donc, de jours d'autonomie de 3 à 5 qui est utilisé et qui ne colle à rien parce que pour tout le temps que j'ai eu à vivre donc, dans ces deux pays, dans la sous-région, je n'ai jamais vécu une période où sur 3 à 5 jours de façon consécutive, on manque d'ensoleillement. Donc, il y a lieu de tropicaliser ces différentes méthodes donc, de dimensionnement que nous utilisons. Le dernier axe sur lequel je pense que les pôles de compétences doivent plancher, eh bien, c'est un organe, la mise en place d'un organe de test et de certification du matériel qu'on déploie sur nos différents marchés. Parce que c'est véritablement un goulot d'étranglement pour la transition énergétique aujourd'hui. Vous avez sur le terrain des modules photovoltaïques qui vont se mettre à jaunir au bout de quelques mois. Vous avez des batteries qui vont durer moins d'une année. Et donc, tous ces éléments-là eh bien, freinent le développement des énergies renouvelables dans la sous-région. Alors, pour finir, ces 3 axes me semblent être donc très importants si on veut véritablement aller vers la transition énergétique. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Tossa. En effet, important d'insister sur le potentiel des énergies renouvelables, mais malheureusement encore trop d'obstacles, notamment dans le choix du matériel que vous pointez là, qui est peut-être inadapté aux réalités locales. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais passer la parole à Monsieur Aouté. Si vous pouvez nous dire également, nous partager un petit peu les enjeux principaux auxquels vous faites face et, et vos initiatives principales. Ok, merci pour la question. D'abord, je vais en première position remercier les organisateurs de voilà, ce forum qui nous permet aujourd'hui d'exposer les enjeux et éventuellement les solutions que nous apportons face à tout ça. Alors, lorsqu'on parle aujourd'hui du système solaire dans le monde, je crois que c'est l'Afrique principalement qui doit plus profiter de ce gisement parce qu'on dispose autour de 60% et plus comme potentiel d'ensoleillement. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce potentiel-là? Et moi, je me dis, l'Afrique ne doit pas en aucun cas souffrir de précarité énergétique. Mais bon, c'est le cas que nous vivons. Et je crois qu'avec le temps, les mentalités ne finiront pas changer et nous allons voilà, finir avec cette précarité-là. Alors, nous, les enjeux, bien les points, moi, je vais parler plus d'un premier point là, actuellement. C'est quoi? C'est la méfiance. C'est la méfiance. Lorsqu'on parle du solaire, je dirais que c'est une technologie en Afrique qui n'est pas aussi vieille que ça. C'est une nouvelle technologie où la maîtrise actuellement n'est pas au point. Or, la demande à côté est très importante. C'est-à-dire, on a un besoin très élevé en termes d'énergie. Or, le soleil est là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les demandeurs ou bien les clients font face à certains qui se disent aussi peut-être techniciens, mais qui n'ont pas la technicité pour pouvoir répondre efficacement à cette demande-là. Ce qui fait que au premier point, il y a eu des installations qui n'ont pas abouti à la satisfaction des clients. Et là, ça crée une méfiance, ce qui fait que le décollage du système solaire cause un problème. Nous, c'est ce qu'on a rencontré sur le terrain. Et là, face à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord ramener cette population, bien ces clients-là qui sont trahis, ou bien, voilà, je dirais qu'ils sont victimes face au système solaire. D'abord, parce que quand un client est trahi ou bien est victime d'une installation mal réalisée, c'est tout son environnement, c'est la famille, c'est les connaissances qui ne vont plus croire au système solaire. Nous, des fois, vous êtes là sur un projet et là, quelqu'un vient et dit, ben, attends, au Togo, le système solaire ne marche pas. Hein. Vous voyez un petit peu. Donc là, nous ici, on s'est dit, ben, on va relever ce défi-là. D'abord, assurer la population que le système solaire, c'est une réalité. C'est une réalité qui marche, et comment on arrive à le faire, voilà. Des fois, quand nous allons sur un site où ça ne marche plus, alors, on sort nos propres équipements ou on installe pour d'abord rassurer le client et on signe des contrats. Après, il nous rembourse. Donc, face à ce problème de méfiance, c'est la solution que nous, on a mise en place. D'abord, de conscientiser la population que le système solaire, ça tient. Si aujourd'hui, les pays les Occidentaux arrivent à profiter de l'ensoleillement, le peu qu'ils ont, alors pourquoi pas nous? Le docteur Tossa venait de le dire tout de suite, nous sommes au-delà de 5 en termes d'irradiation. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ça? Donc, c'est ça, nous, c'est ce qu'on essaie de faire quand même, de rassurer la population que le système solaire, ça tient. Et une fois qu'ils seront rassurés, on passe maintenant à l'échelle supérieure, maintenant, qui est de vulgariser, peu importe les coins, et voilà, pour mieux installer ces systèmes solaires. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Komla Aouté. C'est très intéressant. On a fait aussi le même constat chez Energy Generation. Il y a vraiment trop d'installations qui sont mal réalisées et qui entraînent une méfiance vis-à-vis des clients et ou des bénéficiaires envers les technologies photovoltaïques. Ça me permet de faire la transition avec Monsieur Filet qui justement travaille sur les questions de compétences, de recrutement. Est-ce que vous pouvez vous aussi nous partager les principaux enjeux et les actions que vous mettez en place chez Aldeia pour y faire face? D'accord, merci Lucie et merci Yann d'avoir organisé
un tel événement sur ces 3 derniers jours. C'est vraiment important de pouvoir échanger et d'avoir des acteurs de chaque domaine. Alors, clairement, moi, je reviens sur ce que disaient Komla et Alain. Il y a clairement un besoin et un potentiel solaire, renouvelable de l'agro-industrie qui est très fort. Pour moi, le plus gros potentiel, la plus grosse énergie qui est dépensée en kilowattheure, kilojoules, c'est la main-d'œuvre africaine, les jeunes. Les plus grosses difficultés que l'on voit aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Il y en a deux. Les jeunes nous demandent comment on peut trouver un job auprès de sociétés internationales, de sociétés énergétiques, de sociétés de renouvelables. OK. Deuxième question, c'est ces sociétés, qu'elles soient internationales, qu'elles soient panafricaines, qu'elles soient locales, c'est comment on a accès à ces jeunes. Voilà, ça fait 15 ans qu'on nous pose la même question et c'est récurrent. Donc, effectivement, pour pallier à ces difficultés, on a décidé de mettre en place un outil digital qui nous permet d'aller plus vite. Sur les 15 dernières années, nous avons généré à peu près 55 000 emplois. D'accord ? Pour vous donner une idée, il faudra en créer 80 000 sur le continent tous les jours. Donc, en 15 ans, à la main, on n'a pas réussi à créer suffisamment pour une journée. Donc, nous avons créé cette plateforme digitale Ariba Jobs qui va faire l'interface entre des sociétés internationales, des sociétés nationales, panafricaines, locales, des startups et un pool de main-d'œuvre, qu'ils soient jeunes, moins jeunes, qualifiés ou pas. Donc ça, c'est un premier point. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. On ne peut pas dire on ne sait pas où trouver des emplois, les jobs sont postés sur cette plateforme. On ne sait pas où trouver des talents, les talents sont sur cette plateforme. Donc ça, c'est une première étape. Par contre, il y a une problématique d'employabilité. Comment être sûr que la personne que l'on va recruter correspond à ce que l'on veut? Donc là, il faut faire un petit peu de rétropédalage. Ce qu'on est en train de mettre en place, on lance un projet pilote au niveau du Sénégal aujourd'hui. Là, je vous appelle de la belle île de Gorée, d'ailleurs. C'est un observatoire des compétences. Alors, qu'est-ce que c'est un observatoire des compétences? L'observatoire des compétences, c'est être sûr que l'on va analyser le besoin existant et les besoins futurs de l'industrie. C'est-à-dire de quoi le photovoltaïque va avoir besoin, où sont les projets locaux, nationaux, panafricains, quelles sont les spécifications, le scope of work, et là on détaille un manpower plan, quels sont les besoins de l'industrie agroalimentaire, etc., etc. Donc là on va détailler des besoins en termes de compétences et de capacités, de métiers, pour identifier des métiers. En parallèle, on va faire, et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui grâce à Ariba Job, parce que c'est difficilement faisable à la main, mais via l'intelligence artificielle, on va analyser les besoins en compétences et en capacités aussi du pays, à savoir en fonction des régions, en fonction des villes, qu'est-ce que l'on trouve dans le pays en termes de compétences éducatives qui ont pu suivre des études ou tout simplement des capacités. Et là, on va commencer à faire des matchs. On identifie les gaps entre les deux. Qu'est-ce qui manque? Comment on passe d'une capacité à une compétence? Comment on passe d'une compétence A vers une compétence C? Et c'est là où on va mettre en place les plans de formation. Et l'intérêt de ce centre, de cet observatoire des compétences, c'est qu'on met dans la boucle, dès le départ, les industries, les utilisateurs. Tout au long de l'étude, tout au long également de la formation, on met en place des chefs de stage, des chefs de formation. Et on parlait tout à l'heure de certification. À la fin de la formation, il y a une certification, il y a une validation. Mais les sociétés qui vont recruter ces personnes à un moment donné vont être et sont impliquées dans cette formation. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'excuse. Si on a besoin de faire évoluer, c'est totalement itératif. On fait évoluer la formation. C'est la formation technique, mais c'est aussi de la formation au niveau des compétences, de la communication, de l'échange avec les autres. Ce n'est pas uniquement de la mécanique, de l'électricité ou du HSE. Donc voilà comment nous, on le met en place.
Et c'est un système qui fonctionne extrêmement bien. On a déjà mis en place des partenariats avec des sociétés comme IBM ou HP pour former les personnes, mais on discute également avec des centres de formation, avec des universités ou avec des personnes indépendantes pour délivrer cette formation, leur connaissance auprès des talents voulant apprendre et évoluer dans tel ou tel domaine. Merci beaucoup, Cédric. Merci à tous les trois. Donc, on note pour nos auditeurs les initiatives très intéressantes de nos différents panélistes, donc notamment le Centre régional d'études et de formation en énergie renouvelable par M. Aouté, la plateforme Areba Job qui est créée par le groupe Adelia, ainsi qu'un pôle de compétences qui est en création. Donc, vous pourrez nous en dire un peu plus peut-être prochainement. Et puis, on note aussi le nouveau logiciel de dimensionnement de projets photovoltaïques adapté aux réalités africaines, dont M. Tossa nous parlera sans doute dans les minutes à venir, donc créé par Kia Energy Group. Je vous propose d'aller un petit peu plus loin dans les enjeux de chacun. On va essayer de s'intéresser aux obstacles et aux parties prenantes qui sont engagées dans vos différents écosystèmes pour pouvoir pousser un petit peu la réflexion et comprendre comment lever éventuellement ces obstacles. Du coup, je vais demander à M. Aouté si vous pouvez nous expliquer un petit peu les principaux obstacles que vous rencontrez, notamment sur le volet formation, compétences et emploi des jeunes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du Centre régional d'études de formation, combien de jeunes formés à ce jour et quels sont les obstacles que vous rencontrez à la formation de ces jeunes? Alors, votre micro n'est pas activé. Ok, voilà. Je disais merci bien pour la question. En termes d'obstacles, il faut dire, en Afrique, c'est vrai, dans les villes, on a l'énergie, on a l'électricité, même si ça présente des précarités, au moins ça va. Mais quand vous sortez un peu des villes, au plus 10 km, vous verrez qu'il y a des gens qui font 5 km, ne serait-ce pour charger leur portable. Vraiment, c'est pathétique. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ressortir un projet pouvant permettre à ce cultivateur lambda d'avoir au moins de l'électricité pour charger son portable. Or, d'un côté, on sait que le système solaire ça n'est pas gratuit en fait. Lorsqu'on parle du système solaire photovoltaïque, pour avoir des bons équipements ou bien pour avoir un bon système qui pourra tenir sur une bonne durée, voilà, il faut de l'argent, il faut sortir de l'argent. Or, quand nous prenons nos cultivateurs, désolé, le pouvoir d'achat, des fois, c'est un peu faible. Là, face à ça aussi, il faut sortir quand même un projet lui permettant d'avoir de l'énergie, ne serait-ce pour charger son portable. Alors qu'est-ce que nous faisons dans cette situation-là? Au lieu peut-être de débarquer avec tout un système composé de n'importe quoi, nous misons plus sur ce qui est indispensable à cette population-là, dans ces milieux. Là, l'obstacle dans ce cas, c'est qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Là, nous venons avec des solutions qui résout les problèmes, c'est-à-dire les problèmes vitaux du moins. Les problèmes vitaux. Et là, les problèmes vitaux, c'est quoi? Avoir au moins la lumière la nuit. Voilà. Et secondo, au moins charger son portable. Et quand nous sortons ces solutions, ça permet à ces populations-là d'avoir au moins l'énergie chez eux voilà, dans ces milieux. Ça, c'est par rapport à Eugène Togo ou bien par rapport à ce que nous faisons avec l'entreprise qui nous permet de faire des prestations de services. Alors, étant aussi consultant. Votre micro est coupé, monsieur Comla. Il faut que vous le réactiviez. Également. Je vais vous demander si vous voulez bien reprendre pour le CREPES parce qu'on vous a perdu. Ok, voilà, je commence. Alors, je disais, étant également expert auprès des cours et tribunaux du Togo, on a pas mal de problèmes qui nous arrivent, des chantiers qui sont mal réalisés. Alors, quand nous allons sur ces dossiers, au lieu de laisser le client, c'est-à-dire se décourager ou bien laisser carrément le système solaire, on l'accompagne. On l'accompagne avec des stratégies, des formules
voilà, pour pouvoir croire encore au système solaire, soit réinvestir pour avoir le système solaire, ou soit trouver une formule pour ne pas quitter parce que le système solaire en Afrique, ça tient. Ça tient. Donc, ça, c'est ce que nous faisons également face à des gens qui sont vraiment déçus dans le système solaire. Alors, l'autre problème, c'est quoi? Dans mon premier développement, je disais, le système solaire n'est pas aussi vieux que ça. Alors, étant un tout petit, un nouveau système, la main-d'œuvre n'y est pas. La main-d'œuvre n'y est pas réellement. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire face à ça? Parce que lorsque nous prenons Lomé, au moins on a quelques techniciens. Mais lorsqu'on recule un tout petit peu, nous allons dans les milieux éloignés, c'est-à-dire les contrées, on remarque qu'il n'y a pas de techniciens. Alors, quand vous partez installer et que vous revenez en ville et qu'il y a un tout petit problème, parce que c'est de la technologie, à tout moment, ça peut déconner. Et qu'il y a un tout petit problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore, c'est-à-dire courir, aller, peut-être si c'est la nuit. Voilà. Alors, face à ça, on s'est dit, ben, attends, nous allons monter un projet nous permettant de former des techniciens à la matière. C'est vrai, lorsqu'on parle de la technologie solaire, c'est une technologie très, très, très avancée et il faut une formation aussi de taille. Mais néanmoins, il y a de niveaux. Il y a de niveaux, c'est-à-dire, on peut avoir des techniciens qui vont juste faire l'entretien, des techniciens qui pourront juste faire du montage et des techniciens qui pourront faire du dimensionnement. Alors, à Créfer, qu'est-ce que nous avons fait avec le projet qui a pour vision de former des techniciens au métier des énergies renouvelables? On a d'abord, au premier point, monté des modules sur l'électricité générale. Parce qu'un bon technicien en solaire photovoltaïque ou bien en solaire en général doit également avoir des bagages dans l'électricité générale. Voilà. Donc, à Créfer, on a monté ce centre-là pour d'abord initier ou bien former des techniciens au métier de l'électricien bâtiment. Alors, une fois qu'ils maîtrisent l'électricité bâtiment, on les outille également des techniques d'efficacité énergétique. Lorsqu'on veut réaliser le système solaire, on doit forcément passer par l'efficacité énergétique pour pouvoir réduire la consommation avant d'appliquer l'énergie solaire. Mais bon, je crois que c'est le meilleur moyen d'ailleurs. Alors, une fois qu'ils maîtrisent l'électricité bâtiment, on les outils des techniques d'efficacité énergétique après maintenant d'entamer le système solaire qui va leur permettre, alors, d'abord de réaliser des sites d'électricité bâtiment, appliquer l'efficacité énergétique et en troisième position, installer un système solaire pour pouvoir alimenter ce bâtiment. Ce qui veut dire que même dans un coin reculé, s'ils vont prendre un site là-bas, ils pouvaient faire l'électricité bâtiment, appliquer l'efficacité énergétique et mettre le système solaire. Donc, à le centre aujourd'hui, il faut dire, nous avons formé plus de 500 techniciens. On a formé plus de 500 techniciens parce que c'est un centre régional où on a des approches vraiment professionnelles nous permettant de ne pas avoir assez d'étudiants et puis à la fin, on n'a pas le résultat qu'on attend avoir. Donc, on prend un nombre limite d'étudiants. Il faut dire que des étudiants viennent du Sénégal, Gabon, de la sous-région en fait, pour profiter de ce centre-là qui a son siège ici au Togo, à Lomé. Voilà. Donc, je dirais, voici à peu près ce que nous faisons à Créfer, permettre à la jeunesse, d'avoir ces techniques relatives au système solaire pour pouvoir vulgariser le système solaire autour de lui. Merci beaucoup, Komla. Très intéressant. Je serais curieuse de savoir aussi les initiatives que vous mettez en place une fois que ces jeunes sont formés et qu'ils arrivent sur le marché de l'emploi. On aura l'occasion d'en discuter. Je vais passer la parole à Monsieur Tossa pour la même question. Quels sont les obstacles principaux que vous rencontrez? Et une question annexe, si je peux dire. Est-ce que vous-même, vous arrivez à trouver des talents pour votre entreprise, ou est-ce que vous avez des difficultés à recruter des personnes qui sont qualifiées pour collaborer avec vous sur vos projets? Merci. Monsieur Komla, je vais vous demander si vous pouvez bien couper votre micro. Comme ça, on peut écouter Monsieur Tossa.
Alors, Allô? Oui, merci Lucie pour la question. Le premier goulot d'étranglement, tout le monde le dit, dans les énergies renouvelables et dans le solaire en particulier, eh bien, c'est le coût des systèmes, c'est le financement de façon générale. Alors, nous, à Key Energy Group, nous avons essayé de lister les éléments qui influent directement sur ces coûts-là. Au nombre de ces éléments, vous avez le dimensionnement. Lorsque le système est mal dimensionné, vous avez automatiquement donc des coûts élevés voilà, pour les différents composants et donc pour le système en général. Alors, par rapport à cet élément en particulier, nous avons notre unité de recherche qui travaille de jour comme de nuit sur les méthodes de dimensionnement, donc pour ressortir les faiblesses de ces méthodes et arriver donc à concevoir de nouvelles méthodes qui permettent donc de véritablement surmonter donc ces faiblesses-là. C'est ça qui nous a permis justement de créer le premier logiciel africain qui a Cell Design que nous avons lancé récemment et qui rend facile ou bien plus accessible justement la méthode KEGG que nous avons implémentée derrière ce logiciel-là. Ce logiciel est mis à la disposition donc, de tout le monde. Donc, voilà, donc je profite pour inviter tous les acteurs du solaire à l'essayer et à en tirer donc les conclusions. Alors, le deuxième élément sur lequel nous travaillons, eh bien, c'est la qualité. Donc, la qualité du matériel. Parce que si le matériel, la qualité n'est pas donc bien, je veux dire, le choix de la qualité n'est pas bien fait, n'est pas bien effectué, eh bien, vous avez des durées de vie très courtes et par conséquent, vous avez des coûts élevés pour le système photovoltaïque. Et sur ce point, nous avons au sein de Key Energy Group un protocole. D'abord, nous traitons directement avec les fabricants et nous avons donc un protocole qui nous permet de tester donc le matériel que nous achetons et de vérifier déjà depuis l'industrie, eh bien, tout ce qui a rapport à la qualité donc, du matériel. Je le disais dans ma première intervention, il faut qu'on pense un peu plus grand en termes de qualité, donc à monter localement une structure qui va permettre de certifier tout ce qui est matériel et qui entre dans nos marchés. Ça va permettre véritablement donc de réduire le coût donc des systèmes sur leur durée de vie. Alors, un autre élément important, donc, c'est la maintenance. Une fois que les systèmes sont installés, il faut qu'il y ait des gens qui puissent maintenir ces systèmes-là. Donc, dans ce cadre, nous avons formé récemment 3000 techniciens donc, au Togo, à raison de 600 par région, donc dans les 5 régions du Togo, que nous avons justement formés dans le cadre de CISO, du projet CISO. Il y a aussi tout ce qui a rapport à la protection, parce que si dans la conception du système, on ne fait pas attention aux éléments de protection, très vite, vous avez des difficultés qui vont augmenter donc, le coût d'exploitation et par conséquent donc, le coût des systèmes. Alors, nous avons intégré la prise en compte de tous ces éléments-là dans des produits que nous assemblons localement, que nous appelons des groupes électrosolaires. Donc, ces produits-là ont fait l'objet d'ailleurs d'un prix que nous avons gagné, le prix de la BOAD en 2018. Et toujours pour parler du financement, eh bien, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la recherche toujours de bailleurs de fonds pour nous accompagner dans l'industrialisation donc, de ces groupes électrosolaires de manière à rendre plus accessible le solaire à la population la plus vulnérable. Alors, pour venir à votre deuxième question, comment nous procédons pour le recrutement, si j'ai bien compris, des jeunes donc qualifiés. Alors, la politique que nous avons au sein de Key Energy Group, je le disais tantôt, nous travaillons sur plusieurs thématiques. Donc, des thématiques de recherche qui sont en lien avec les difficultés que nous rencontrons sur le terrain. Et donc, ça m'amène à parler de la collaboration étroite que nous avons avec les universités. Donc, chaque année, donc, des sujets de recherche sont montés et sur la base de ces sujets de recherche-là, nous recrutons des masters, des licences
qui viennent en stage de 6 mois, donc 3 mois, 6 mois ou d'autres. Et ces stages-là peuvent déboucher à des emplois si ces stagiaires-là ont fait preuve donc d'une certaine performance. D'ailleurs, beaucoup d'ingénieurs Akia ont pris par ce protocole-là, qui fait partie donc des protocoles qualité donc, de notre entreprise. Voilà en un mot ce que je peux dire sur les deux aspects. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Tossa, pour ces éclaircissements. Je vais poser la même question à Cédric, en ajoutant aussi peut-être, si vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous travaillez. Donc, quels sont d'abord les obstacles que vous rencontrez dans ce domaine-là de la formation et du recrutement, mais aussi comment vous réussissez à travailler avec les parties prenantes, donc les entreprises, les centres de formation, j'imagine. Quelles sont les principales parties prenantes et est-ce que la collaboration se passe bien? D'accord. Merci Lucie. Effectivement, les principales difficultés, on a commencé à les aborder, c'est la formation et surtout la formation dans les régions, dans les campagnes, dans les communautés. Les formations dans les villes se passent relativement bien. Donc, ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est une fois qu'on a formé, quels sont les débouchés? Et est-ce qu'on a formé aux bonnes technologies? Donc, on a vu quand même que Groupe Kier travaille en étroite collaboration avec des universités. Ça fonctionne pas toujours comme ça et c'est très bien, ça devrait fonctionner comme ça. Donc, pour toucher des communautés et créer des pools de compétences à distance, c'est la digitalisation. C'est la digitalisation de la formation, pouvoir la distribuer via des canaux digitaux, que ce soit Internet sur téléphone mobile ou ordinateur ou centre dans des universités. Et ça, c'est très important. Il faut diffuser, digitaliser cette formation le plus possible. Rien n'empêche après de garder un contact pour la certification en présentiel. D'accord? Mais de plus en plus, il faudra pouvoir créer ces centres de compétences digitaux de manière à générer aussi des profils freelance. Comme on disait plus tôt, la technologie n'est pas toujours stable. Ça peut arriver que ça tombe et il faut pouvoir réagir très vite. Ça veut dire qu'il faut quelqu'un dans la zone très vite. Donc, le seul moyen, c'est de pouvoir former des gens localement et qui connaissent les contraintes locales. En saison des pluies, vous ne traversez pas un pays du nord au sud. Voilà, point. Ensuite, une fois que vous avez formé ces personnes-là, il faut s'assurer qu'elles ont été formées aux bonnes technologies, aux bons produits, et surtout qu'on mette à jour leurs compétences. La technologie solaire, c'est vraiment de la technologie. Il y a des obsolescences qui vont très très vite. Donc, il faut pouvoir mettre à jour des formations très régulièrement. Il faut former des formateurs en adéquation avec les sociétés, les distributeurs localement. Donc, ça, c'est vraiment très important. Donc ça, c'était vraiment les deux points et non pas former des gens pour former des gens en disant, voilà, je m'en lave les mains, j'ai formé X centaines, dizaines, milliers de personnes, mais je n'ai pas mis en face des opportunités. Et donc, ça rejoint votre dernière question, à savoir comment on fait cohabiter des centres de formation, des initiatives privées ou autres, ça peut être des initiatives internationales avec des bailleurs de fonds, et des sociétés qui vont générer ces débouchés, qui vont générer ces opportunités. Eh bien, on leur parle, on les appelle, on va les rencontrer. C'est vrai que nous, on a commencé par la partie cliente parce que après 15 ans d'expérience, d'ancienneté sur le continent, on connaît nos clients, ils nous font confiance, on a travaillé sur la durée. Donc, ils partagent avec nous leurs difficultés. Mais quand on leur demande, vous avez rencontré telle université, tel centre technique, tel centre polytechnique? Ah non, on ne le fait pas. Bon, eh bien nous, c'est là où on va faire l'interface. C'est là où on va faire le trait d'union avec tout le monde. Nous ne sommes pas formateurs, mais on peut très bien
s'associer ensemble, travailler ensemble. Ce n'est même pas une association, c'est une collaboration entre Alain, comme là, des universités, des centres de formation, des clients, en disant qu'est-ce qu'on fait? De quoi a-t-on besoin sur les 5-10 prochaines années? Quelle est votre vision? Il y a une stratégie long terme qui se met en place et ça nous permet de mettre en place des plans de formation, de former des formateurs dans des universités, dans des centres de formation existants. On n'a pas besoin de créer des nouveaux centres de formation from scratch avec des millions de dollars qui ne seront utilisés que 3 ou 5 ans. Non, utilisons des infrastructures existantes, formons des formateurs, des professeurs qui sont déjà là. Il y a parfois même des outils, des produits, des systèmes qui existent qui ne sont pas utilisés. Utilisons-les. C'est le seul moyen d'avoir une approche sustainable sur les prochaines années. Donc, c'est de la communication, c'est pouvoir mettre tout le monde autour d'une table et c'est faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est dire on s'assoit. Maintenant, c'est encore plus facile de communiquer, même à distance. Vous êtes au Togo, il y en a qui sont à Paris, moi je suis au Sénégal. Eh bien, on est tous autour de la même table digitale. C'est le seul moyen. Et mettre en place ces études, cet observatoire des compétences, avec une vraie stratégie, des vraies formations, des vrais besoins. Et quand on démarre une formation année 1, on sait qu'en année 2, on peut avoir un job, en année 5, on peut avoir un job. Et là, on met en place un plan de carrière. Les gens peuvent commencer techniciens de maintenance pour aller sur de la mise en place, sur du déploiement et par la suite sur la gestion d'équipe, sur la gestion de projet, sur de l'avant-vente, sur de la création. Et c'est de la création de valeur et c'est aussi de la création d'emplois. Voilà comment on approche le sujet. Merci beaucoup Cédric pour cette réponse. Je vous rejoins tous les trois également puisqu'on a cette expérience aussi chez Energy Generation. Et souvent, ce que les entreprises nous disent, c'est on a besoin de personnes, de techniciens qui soient formés, mais qui vivent localement dans les zones reculées et qui surtout parlent la langue, qui puissent aller rencontrer les bénéficiaires facilement. Des personnes qui sont à Lomé ou dans les capitales, ça les intéresse beaucoup moins. Donc, c'est vraiment important qu'on puisse en effet aller plus dans les terres pour former davantage ces populations-là. Je vais vous poser une autre question à tous les trois. S'il y avait des conditions principales à lever pour booster vos projets, pour qu'ils puissent changer d'échelle, notamment se développer encore davantage, quelles seraient ces conditions principales à lever? Je propose à M. Tossa de commencer à nous répondre sur cette question-là. Ok, merci Lucie. Eh bien, je vais me répéter. Eh bien, la condition, on ne le dira jamais assez, c'est le financement. C'est le financement. Nous avons besoin d'être accompagnés par toutes les structures aujourd'hui à même de financer un certain nombre de projets. Je disais tantôt que nous avons gagné le premier prix en 2018 sur un projet donc, de la BOAD de près de, disons, 2 milliards de francs, un projet que nous avons soumis pour pouvoir industrialiser, c'est-à-dire notre ligne de production, de manière à être beaucoup moins chère, donc à vendre les systèmes beaucoup moins chers et à les rendre beaucoup plus accessibles à la population vulnérable. Mais nous avons été butés, nous continuons d'être butés à plusieurs obstacles. Parce que vous allez au niveau des banques, de façon générale, ils apprécient le projet. Ils trouvent bien que le projet est rentable. Mais aujourd'hui, le solaire, M. Awete l'a dit, eh bien, les gens n'ont pas encore suffisamment de recul pour pouvoir apprécier les risques liés à la mise en place d'un système solaire. Donc, du coup, les banquiers demandent des garanties auxquelles il est difficile de faire face. Donc, il faudrait tout de suite que nous ayons des accompagnements des banques beaucoup plus grandes, des institutions plus grandes qui mettent peut-être à disposition donc, des fonds dédiés justement à couvrir ces garanties-là, de manière à rendre plus facile l'accès au financement. Voilà, donc merci. Merci beaucoup. Je vois que Cédric voulait peut-être réagir à ce que vous disiez.
Absolument. Et quand vous dites quelles sont les conditions à lever, ce n'est pas des conditions qu'il faut lever, c'est de l'argent. Je reviens tout à fait à ce que disait Alain. Aujourd'hui, le seul moyen de scaler nos business, c'est de lever des fonds. Aujourd'hui, on a presque un problème où il y a trop d'argent sur le marché de disponible. Alors, vous allez me dire, s'il y a trop d'argent, tout va bien, vous allez pouvoir en avoir. Non, non, parce qu'on n'a pas besoin en Afrique de 20, 30, 40 millions. On a besoin de faire des petits projets pour commencer. Il faut faire des 1 million, des 2 millions, des 3 millions, des 5 millions de financement pour commencer. C'est déjà gros, ce n'est pas des 20 ou des 30. Il faut commencer avec des petits financements. Il faut que les banques, les fonds, les institutions internationales fassent des plus petits lots. Alors, parce qu'aujourd'hui, où on a 10 ou de 10 à 100, où on a 15 et plus. Parce que de toute façon, c'est le même travail. Que l'on lève 3 ou 5 ou 15 millions de dollars, d'euros, peu importe, c'est le même travail qui est effectué par le banquier. Donc, c'est sûr que il vaut mieux faire 10 dossiers à 15 millions que 100 dossiers à 1 million. Voilà, c'est ça le problème. Donc, le seul moyen de développer la visibilité, l'employabilité des talents dans les régions, dans les communautés, dans leur langue, c'est d'y aller. Mais encore une fois, on n'a pas besoin de dizaines de millions, on a besoin de quelques millions. Faisons un petit projet dans un pays, et puis un deuxième, un troisième. Il vaut mieux faire 10 projets à 2 millions qu'un gros à 40 millions. C'est tout, ça marchera et ça fonctionnera beaucoup mieux. Donc, je rejoins tout à fait ce que disait Alain. Ce dont on a besoin pour lever ces problèmes, pour développer ça, c'est trouver des financements, que l'on ait des fonds, des banques, des institutions, peut-être, et c'est à nous aussi de faire la démarche, de les inciter. Ce que l'on a fait avec des universités qui ne parlaient pas à des clients, des industries, des sociétés qui elles-mêmes ne parlaient pas aux éducateurs, voilà, qui les a mis en relation. Mais il faut peut-être qu'on fasse venir à la table aujourd'hui des institutions financières pour leur dire, on n'a pas besoin de 20 millions, on a besoin de 3. Et avec 3, on va délivrer ça. Avec 3 millions, on peut générer X centaines d'emplois. Voilà. Et ensuite, on en refera 3. Et puis après, on pourra en faire 10. Et après, on ira vers 15. Mais on n'est pas en Europe, on n'est pas aux États-Unis. On n'a pas besoin de 20, 30 millions de suite, et encore moins de 100. Voilà. Merci beaucoup, Cédric. Je ne sais pas si M. Tossa ou Aouté voulaient réagir. Donc, Cédric note la nécessité d'avoir plein de petits projets plutôt que de gros projets, de financement de gros projets, et aussi la nécessité de communiquer davantage, peut-être aussi avec les investisseurs, avec les banques. C'est vrai que c'est souvent un obstacle de comment réussir à se parler quand on vient de milieux différents et qu'on n'a pas forcément le même langage. Si vous souhaitez réagir à ça, Monsieur Aouté, je vous laisse la parole. Pensez à activer votre micro. Voilà, merci. Je disais, je voulais ajouter un point très essentiel aussi. Vous savez, aujourd'hui, il y a des entités qui ont les moyens qui pourraient investir dans le solaire. Mais je crois qu'il y a un problème de décision aussi. C'est-à-dire ceux qui ont cette capacité-là de pouvoir décider qu'on va investir dans le solaire. Je ne sais pas s'ils ne comprennent pas l'enjeu ou bien ils ne comprennent pas les avantages liés à ce système solaire-là. Et ça fait que si les grandes structures qui ont le moyen pour pouvoir le faire n'y arrivent pas, vous verrez que vulgariser ça ou bien promouvoir cela va être un peu plus compliqué. Si aujourd'hui, je prends chez nous au Togo, les institutions qui ont les moyens arrivent à installer le système chez eux, c'est-à-dire sur leur bâtiment, et que un peu partout à Lomé, les grandes institutions de système solaire chez eux, je crois que la population aussi va se demander, mais attends, c'est quoi le système solaire là? Pourquoi ces institutions-là le font? Parce qu'aujourd'hui, nous tous, on sait que le système solaire est très économique vis-à-vis des autres sources d'énergie.
Alors, s'ils pouvaient, ces entités-là qui ont les moyens, pouvaient décider ou bien penser autrement à la décision face au système solaire et qui vont peut-être par année allouer un budget à ça et peut-être sur 2 ans, ils vont avoir le système, ça permettra aussi à la population de courir véritablement vers ce système. Et là, d'ici peu, voilà, l'Afrique va finir avec ce problème énergétique qui traîne, voilà, ou bien qui a vraiment de poids sur les autres points ici. Merci beaucoup. Est-ce que... oui, je vois que M. Alain veut réagir. Je vous laisse la parole. Oui, c'est pour aller en fait dans le même sens que M. Aouté et M. Cédric. En fait, il faut déjà remercier le gros effort que font déjà des grandes institutions comme la BOAD, comme la FD, de manière à mettre en place des mécanismes de financement de projets verts. Je pense, comme l'a dit Cédric, qu'il faut que toutes ces institutions-là viennent à la même table pour qu'on puisse discuter, pour qu'on puisse être informé des conditions à remplir pour accéder justement à ces fonds de garantie et pouvoir voilà, pouvoir bénéficier donc du financement de ces projets. Il y a un travail de sensibilisation à faire et un travail d'accompagnement au niveau donc de tout le mécanisme qui a été mis en place. Donc, je voudrais encore une fois encourager, donc remercier déjà pour les initiatives et les encourager à aller dans le sens donc, de l'accompagnement de nous autres startups et des entreprises moins grandes que la nôtre et qui ont plusieurs projets innovants dans le domaine du solaire et manquent de financement. Parfois, comme l'a dit Cédric, ce n'est pas de gros montants, c'est de petits montants. Donc, il faut voir comment on met en place des mécanismes qu'on sensibilise à voilà, l'exploitation de ces mécanismes. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre réaction? Ok, je propose qu'on continue. Donc, en effet, on a bien entendu votre message sur la nécessité d'avoir une plus grande peut-être transparence aussi au niveau des conditions et des modalités à remplir pour pouvoir accéder à ces financements qui puissent être aussi plus petits et mieux répartis plutôt que d'avoir des grands projets extrêmement financés. Pour finir, ma dernière question est celle qui est au cœur de ce forum et surtout au cœur du questionnement du public qui nous écoute actuellement. Je vais vous demander quelle est votre vision des leviers nécessaires à activer pour donner des perspectives d'emploi aux jeunes associés aux enjeux d'accès et de transition énergétique. Donc, je vous propose de nous partager cette vision et ce sera le dernier tour de parole de ce panel. Est-ce que quelqu'un souhaite se lancer? Oh, mais je peux me lancer. Ouais. Donc, on a abordé beaucoup de points. Hein, effectivement, c'est la formation, c'est, j'allais presque dire, la coopération entre des formateurs et des utilisateurs. Donc, on est une chaîne de production au final. Il faut être sûr qu'on produit des services et des produits qui sont en phase avec ce dont on a besoin. Très clairement, la facilitation des financements, des financements qui doivent être plus rapides. Il ne faut pas qu'on ait des financements sur 1 an. Il ne faut pas qu'on devienne des professionnels de la demande de financement auprès des bailleurs internationaux. C'est trop long. Aujourd'hui, financer ou demander un financement pour un projet que l'on va lancer dans 1 an ou 1 an et demi, c'est trop long. Ça sera plus, le dossier dans 1 an et demi ne sera plus adapté à ce que l'on a écrit aujourd'hui. La technologie sera obsolète. Donc, il faut réduire ces délais de financement, il faut réduire les garanties ou faire plus confiance aux entrepreneurs. On fait du service, on n'a plus d'usines aussi grosses sur lesquelles on peut prendre des garanties. Donc, il faut le prendre en considération, il faut prendre des montants plus petits et surtout pour nous, en termes de ressources humaines, de capital humain,
parce que c'est la plus grande ressource de l'Afrique, hein, le capital humain. C'est en aucun cas les matières premières, qu'elles soient liquides ou solides ou gazeuses. C'est le capital humain. Sans ce capital humain, on ne fera pas avancer l'Afrique ni l'Europe, et nous sommes étroitement liés, qu'on le veuille ou non. Donc, il faut être capable d'avoir une vision précise de ce capital humain dans les pays. De quoi a-t-on besoin? Qu'est-ce que l'on a dans un pays? Quelles sont les compétences? Quelles sont les capacités? Comment on fait un match où on adapte les différences entre les besoins, entre l'offre et la demande? Comment on la règle et comment on la met en place? C'est extrêmement important. Sinon, on va se retrouver avec des dizaines de millions de jeunes sans emploi et des besoins non fournis au niveau des pays, que ce soit dans les énergies renouvelables ou dans beaucoup d'autres secteurs. C'est valable pour beaucoup de secteurs. Donc, cet observatoire des compétences, développer la visibilité des talents, il faut que les talents soient inscrits sur des plateformes. Alors, Ariba Job en est une. Il faut être visible, il faut être là. On le voit bien aujourd'hui, il y a entre 500 et 1000 personnes qui s'inscrivent tous les jours. Donc, on voit bien qu'il y a un besoin, une demande de la part des talents pour être visible sur le net auprès des sociétés, mais pas uniquement des sociétés internationales. Aujourd'hui, on travaille avec près de 400 PME au niveau africain. C'est ces PME qui vont embaucher le plus grand nombre de personnes. Jusqu'à présent, les PME n'avaient pas accès à des outils de recrutement, tout comme les grands groupes. Aujourd'hui, ça existe. Il faut l'utiliser, il faut le développer et on faudra le développer ensemble. Merci beaucoup, Cédric. Est-ce que vous pouvez, justement, pour les jeunes qui nous écoutent, peut-être nous expliquer un petit peu comment marche la plateforme? N'importe qui peut s'inscrire, comment ça marche? Quelle est la procédure à suivre? Alors absolument, tout le monde peut s'inscrire. C'est très simple, on va sur www.aribajobs.com, AREEBAJOBS.com. C'est gratuit pour s'inscrire. Vous vous inscrivez. Je vous invite à vous inscrire également. Vous rentrez vos informations de manière à ce qu'on puisse vous connaître un petit peu. Vous pouvez mettre votre CV, vous downloadez votre CV, vous téléchargez votre CV. C'est tout. Ça se fait depuis un ordinateur, ça se fait depuis un téléphone portable. Il ne faut juste pas se tromper dans les deux passwords, dans les deux mots de passe quand on vérifie, mais c'est tout. Cela fonctionne. Une fois que votre profil est dans la plateforme, immédiatement, s'il y a un job qui correspond à votre profil, vous allez recevoir un message. D'accord? En disant, tiens, il y a un poste qui correspond ou qui pourrait correspondre à vos attentes. Encore une fois, Ariba Job, ce n'est pas une baguette magique, mais au moins vous avez cette visibilité. Et vous pouvez vous inscrire aujourd'hui. Un job peut être posté par nous, par nos clients, dans une semaine, dans un mois, dans 3 mois. Il y aura un match. C'est de l'intelligence artificielle, ça se fait automatiquement, mais nous avons également des équipes qui valident, qui font des recherches particulières en disant, tiens, on va rechercher tel profil. Est-ce que l'on a? Donc, il n'y a pas besoin de venir tous les jours. On ne fait pas une compétition pour avoir, c'est moi qui ai le plus de demandes que toi ou pas. On ne va pas chercher à créer artificiellement du trafic. Non. Une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, vous avez et vous aurez accès à tous les jobs. Maintenant, ce que l'on est en train de mettre en place, c'est justement développer cette employabilité. Vous allez avoir accès à des formations. Donc, on a commencé par des formations gratuites avec des sociétés comme HP, comme IBM. Donc, c'est aussi bien des formations techniques, technologiques, pures technologiques, de développement, de design, des choses comme ça, mais également des formations d'entrepreneuriat, de communication. C'est-à-dire qu'on va vous expliquer, on va vous donner des tuyaux pour ouvrir un magasin, ouvrir une société, avoir des notions de commercial, de comptabilité, de marketing, de gestion, de communication, de manière à ce que vous puissiez développer votre entreprise. Parce qu'on est persuadé que malgré nos 7000 clients aujourd'hui, ces 7000 clients, et même si on en avait le double, ne pourront pas faire face à la croissance de la population active.
Donc, il faut créer des emplois, il faut créer des entreprises, que ce soit des entreprises technologiques, que ce soit des entreprises agro, que ce soit des entreprises énergétiques. On pourrait très bien imaginer dans le secteur dont nous parlons aujourd'hui, tout ce qui est solaire, par exemple, d'avoir une personne qui crée son entreprise pour aller déployer, pour faire de la maintenance au fin fond d'un pays. Mais cette personne, elle va employer 3, 4, 5 personnes. Ça va faire vivre 3, 4, 5 familles. Donc, c'est ça, c'est ces formations. Et de plus en plus, on va ouvrir cette plateforme au centre de formation de M. Aouté ou de M. Tossa. Tous les besoins vont être là. On peut les mettre sur la plateforme. On peut dire, voilà, on va avoir besoin de ça, on a besoin de ça. Il existe telle formation. Suivez-les. C'est une opportunité. Les gens sont demandeurs d'apprendre. Ils veulent apprendre. Ils veulent investir en eux-mêmes. Il faut leur donner ces capacités. Et on va avoir la capacité de les orienter. Donc voilà la plateforme, c'est très simple. Vous vous inscrivez, vous mettez votre CV, on met en place des job fairs, des recruitment events très régulièrement, de plus en plus, aussi bien sur l'Afrique. Il y a des postes pour des projets de circulation de migration circulaire avec l'Europe, donc des opportunités pour être formé en Europe, veut revenir en Afrique, pour développer des plateformes, des sociétés européennes en Afrique, pour prendre plus de responsabilités. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Ça existe et il y en a de plus en plus. Donc, j'incite vraiment tout le monde à s'inscrire parce que ça fonctionne et tous les jours, il y a des gens qui trouvent des emplois. Super, merci beaucoup Cédric pour ces précisions pour nos auditeurs. J'en profite aussi pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'entrepreneuriat et la nécessité de créer des entreprises. C'est aussi ce qu'on fait chez Energy Generation. On se définit comme un générateur d'entrepreneurs, et notamment dans le secteur des énergies renouvelables. On forme à la fois des technico-commerciaux, mais aussi des managers qui vont pouvoir gérer des projets et en développer. Donc, ils sont en train de développer des entreprises qui vont pouvoir, elles aussi, créer des emplois et recruter d'autres jeunes. Donc, merci encore pour ces informations. Je propose de passer la parole à Monsieur Komla, si vous vouliez bien nous partager votre vision pour les perspectives d'emploi pour les jeunes dans le secteur des énergies renouvelables et de la transition énergétique. Ok, merci bien. Voilà. Aujourd'hui, moi je dis, lorsqu'on parle des domaines des énergies renouvelables, c'est un domaine qui promet quand même de l'emploi. Quel type d'emploi? Des emplois décents en fait. Alors, comment amener la jeunesse maintenant vers ces emplois-là? Parce qu'on parle des centres de formation, on parle de la formation, mais qui vont suivre ou bien qui sont ceux-là qui vont suivre cette formation? Lorsque vous prenez un jeune, par exemple, qui a son bac, voilà, il se dit, je vais continuer à l'université, par exemple. Alors, quand il veut continuer à l'université, dans la plupart de nos universités, il n'y a pas ces branches-là spécifiques comme ça où tu prends, ça aboutit sur voilà, la spécialité qui est énergie renouvelable. Dans certaines universités, ça n'existe pas. Alors, comment les amener vers des centres de formation professionnelle où, dans peut-être 3 ans, ils ont un métier professionnel leur permettant d'être autonomes, d'avoir un emploi décent ou bien, voilà, et contribuer également à l'évolution ou bien voilà, à l'évolution du système solaire photovoltaïque. Donc, face à ça, nous avons des initiatives, bien sûr, qui est d'aller vers la population, que ce soit par les réseaux sociaux, que ce soit par les radios, les télés, pour sensibiliser la jeunesse que, ben, attendez, pour décrocher un emploi décent ou bien pour gagner sa vie, ce n'est pas forcément rester dans un bureau quelque part ou bien, non. On peut également être technicien solaire, technicien installateur ou bien technicien électricien bâtiment pour gagner sa vie. Or, aujourd'hui, le système solaire, je dirais, c'est un domaine qui offre plus d'emplois en fait. Parce que le besoin est là. Qui n'a pas besoin d'énergie électrique spécifiquement? Or, en Afrique, chez nous, plus de 50% vivent dans le noir. Ça veut dire que dès que tu as cette formation, tu pourras facilement offrir ton service à quelqu'un pour gagner ta vie. Donc, chez nous, à Créfer, nous misons sur la communication pour d'abord sensibiliser les gens à venir sur une formation professionnelle d'ailleurs. Et pour la formation, quand nous prenons les domaines professionnels, c'est plus le volet pratique
qui permet à l'étudiant d'avoir une main. Et là, à Créfait, nous avons fait voilà, ce qu'on peut faire, de décrocher des partenariats auprès des structures BTP, des structures solaires, ce qui fait qu'à la fin de la formation théorique, l'étudiant ne part pas comme ça. Il va faire au moins plutôt 6 mois dans cette structure-là pour maîtriser aussi le volet pratique de la formation théorique qu'il a reçue à Créfait. Ce qui fait qu'à la fin de la formation, nos étudiants, je vous dis, ils sont au top en fait. Et les projets qu'ils prennent, ils arrivent à le faire 100% sans faille. Et on leur dit ceci aussi, lorsqu'on prend le système solaire, il y a de l'évolution chaque jour. Et on parle de la mise à jour. Nous-mêmes, formateurs, chaque temps, on essaie de faire la mise à jour pour être au niveau par rapport à l'évolution de cette technologie-là. Donc, on dit à nos étudiants, attendez, lorsque vous allez sortir et que demain, on fait face à un projet où on n'a pas ce niveau, s'il vous plaît, soyez honnêtes. Il faut avoir cette honnêteté intellectuelle-là de revenir vers nous ou bien du moins dire au client, OK, c'est bien, je vais retourner vers quelqu'un qui a ce niveau de technicité-là pour le faire. Ce qui fait qu'à la fin de la formation chez nous à Créfait, voilà, le défi qu'on s'est lancé, on relève cela sans problème. Et les étudiants qui passent chez nous ont une satisfaction parce que le cadre permet quand même d'avoir une maîtrise côté théorique et d'avoir une maîtrise côté pratique, surtout avec les 6 mois de stage que nous offrons à ces étudiants-là qui viennent du Togo, Gabon, Côte d'Ivoire, disons de la sous-région en fait. C'est ce que je peux dire également. Merci beaucoup, Komla. Est-ce que vous pouvez peut-être juste préciser, encore une fois, la durée de la formation et peut-être comment on peut y accéder? Est-ce qu'il y a des conditions spécifiques pour les jeunes que ça intéresserait? Ok, exactement. Lorsqu'on prend Créfait, il y a plusieurs niveaux de formation. Comme quelqu'un peut venir dire, ben, je veux m'arrêter niveau installateur juste. L'autre peut venir dire, je veux aller au niveau 2, voilà, avoir ces capacités-là de pouvoir dimensionner. Donc, nous avons des formations voilà, qui vont d'un an à 1 an et demi, à 2 ans et plus. Voilà. Donc, quand ils viennent, ils vont d'abord avoir le niveau 1, voilà, avec ces modules. Après, ils abordent le niveau 2. Et le fait qu'on insère l'électricité bâtiment, parce que je l'ai dit voilà, avant, que l'électricité bâtiment aussi permet à ces techniciens-là d'avoir une maîtrise ou bien une compréhension aussi complète de la chose. Parce que lorsque vous ne comprenez pas comment ça marche l'électricité, ça embête un petit peu. C'est vrai, d'autres peuvent s'en sortir, mais nous, à notre niveau, on trouve que ça embête un peu. Donc, on les outils aussi de laisser bâtiment. Donc, à l'instruction, dans les années, par année, on a au plus 2 rentrées. On a plus 2 rentrées par année. Et voilà, quand vous rentrez aujourd'hui et que vous voulez faire 1 an, c'est-à-dire après 1 an, vous partez pour 6 mois de stage. Et à la fin du stage, vous avez un diplôme, un certificat d'État, parce que le centre est reconnu par l'État togolais et voilà, quelques institutions de la sous-région. Donc, vous avez un certificat de fin de formation et une attestation de fin de stage, parce qu'ils vont faire également de stage. Voilà, donc c'est ce qui se passe à Créfait. L'inscription est ouverte à tout le monde, mais bon, le niveau, voilà, qu'on demande, c'est au moins le BEPC. Chez nous au Togo, bien sûr, au moins le BEPC. Là, on fait un entretien avec vous, si ça peut aller, vous intégrer. Sinon, on reçoit des gens qui ont licence en géographie, master en droit, voilà, qui veulent aller faire face à ce nouveau domaine qui est le système solaire photovoltaïque et ces bâtiments, qui viennent et je vous dis, dans 1 an, ils s'en sortent bien avec une maîtrise pas possible et voilà, qui leur permet d'ajouter à leur domaine d'activité une autre voilà, source de revenus qui est liée aux énergies renouvelables et l'électricité en général. Merci beaucoup, Kamla, pour ces précisions. Un autre enjeu, peut-être au niveau de ces formations-là, nous, on le voit chez Energy Generation, c'est l'enjeu de réussir à former des femmes aussi, à faire en sorte qu'elles s'intéressent à ces thématiques, parce qu'il y en a encore trop peu. Donc, on a réussi chez nous à mettre en place un système de bourse pour que les formations leur soient plus accessibles. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut continuer de travailler pour attirer encore les jeunes femmes et leur faire comprendre que c'est aussi un métier pour elles et qu'elles ont tout à fait leur place. Merci encore. Je propose d'écouter Monsieur Alain
si vous voulez bien nous partager votre vision et puis si vous voulez ajouter quelque chose pour un mot de la fin, la parole est à vous. OK, merci Lucie. Alors, les leviers sur lesquels il faut agir pour accélérer la transition énergétique. On ne le dira pas assez. Pour moi, c'est d'abord la formation. Former, former, former. Mais comment former? Il faut que désormais, nous questionnons les contenus que nous donnons aux formations. Il faudrait que les grands professeurs et que mes collègues enseignants m'excusent, ne restent plus dans leur bureau pour concevoir le contenu des formations. Il y a la rigueur scientifique que les enseignants et les universitaires ont, qu'il faut associer aux réalités du terrain. Donc, il faut aller vers les entreprises pour pouvoir prendre en compte les besoins de ces entreprises-là et en fonction donc de ces besoins, monter les contenus de formation de manière à ce que les étudiants qui seront formés puissent en même temps servir. Ils seront plus utiles. Donc, c'est le premier point sur lequel je souhaiterais insister comme levier pour accélérer la transition énergétique, la formation et la collaboration qu'il faut avoir entre les centres universitaires et les entreprises qui sont dans le domaine. Deuxième levier sur lequel je pense qu'il faut travailler, c'est la mise en place d'un laboratoire, d'un organe qui permet de certifier le matériel qui est déployé sur nos marchés. Nous devons cesser de tout accepter. Nous devons cesser de tout accepter. Nous devons faire un filtre qui permet de réduire en amont les risques d'une mauvaise, on va dire, d'un mauvais fonctionnement et qui permet d'assurer la pérennisation donc, des systèmes d'énergie renouvelable, le soleil notamment. Donc, il faut que nous réfléchissions à l'échelle sous-régionale à la mise en place d'un tel laboratoire. Il faut enfin que les institutions financières nous accompagnent un peu plus dans la levée des fonds de manière à pouvoir financer les projets que nous avons, qu'eux-mêmes trouvent de rentables, mais pour lesquels ils n'ont pas suffisamment d'assurance quant à, je veux dire, ils n'arrivent pas à apprécier tous les risques liés à leur mise en œuvre. Il faudrait que nous ayons un peu plus d'accompagnement dans ce sens-là, de manière à pouvoir mettre en place ces projets qui, c'est sûr, vont dans le sens donc, de rendre plus accessibles les systèmes d'énergie renouvelable et du soleil, notamment dans la sous-région. Donc, c'est sur ces mots que je voudrais m'arrêter et vous remercier encore une fois de nous avoir offert justement cette tribune-là pour partager avec vous notre vision pour l'Afrique, pour l'Afrique subsaharienne notamment, en termes d'accélération de la transition énergétique. Merci. Merci beaucoup à vous. Et j'en profite pour vous remercier très sincèrement tous les trois d'avoir pris votre temps précieux un samedi en plus pour nous partager avec les auditeurs qui sont la plupart des jeunes vos initiatives et les obstacles et les solutions que vous proposez. Je voudrais rapidement énumérer les points que j'ai retenus de ces discussions, peut-être pour faire un petit résumé. Donc vraiment la nécessité de sensibiliser les populations qui sont encore frileuses sur l'utilisation du solaire du fait de mauvaises installations qui peuvent avoir lieu. Donc ce point de sensibilisation. La nécessité de former des jeunes sur le terrain directement dans les zones rurales où les installations se font. La nécessité de former de façon pragmatique et vraiment pratique, que les formations soient adaptées et prennent en compte les besoins du marché de l'emploi et aussi des réalités locales. La nécessité aussi d'avoir des financements davantage accessibles, qui ne soient pas forcément des montants faramineux, mais qui aient des conditions transparentes et que les acteurs puissent être accompagnés pour lever des fonds. La communication entre les acteurs, justement ça rejoint le point précédent, les investisseurs, les recruteurs, les centres de formation, de se mettre autour de la table pour pouvoir proposer des solutions, encore une fois, pragmatiques. Et puis, vous insistez sur ce point, M. Tossa, qui est très intéressant et dont je pense peut-être les auditeurs qui ne sont pas familiers n'ont peut-être pas conscience, la mise en place d'un laboratoire pour pouvoir certifier le matériel qui entre sur le continent pour garantir la qualité et la pérennisation
et justement la confiance des populations dans ces systèmes solaires. Voilà. Je vous remercie encore tous les trois et je tiens à vous féliciter aussi de la part de nos auditeurs aussi pour les initiatives que vous mettez en place pour pouvoir former et pouvoir proposer des solutions aux jeunes pour qu'ils aient accès à un emploi et un emploi qui soit aussi durable et intéressant. Je profite pour laisser la parole à, je ne sais pas si c'est Kevin ou Yann, et les remercier en même temps pour l'organisation de ce forum et en particulier de ce panel passionnant sur la formation et le recrutement. Merci Lucie, merci Cédric, Alain et Comla, c'était vraiment passionnant. C'est Kevin qui doit clore. Donc Kevin, il est en ligne, on le voit là, en tout cas je le vois avec le logo, Forum des énergies renouvelables et emploi des jeunes. On vient sur ce sujet de clore avec de magnifiques échanges. Kevin, est-ce que tu es là? Est-ce que tu nous entends? Ce serait bien que tu prennes la parole pour un mot de clôture. Est-ce que tu es en ligne? Et si ça n'est pas le cas, eh bien, je propose que l'on se quitte parce que je pense que tout a été dit sur le sujet. Il y a tant à dire, mais en même temps, hein, ça a été très riche. Et donc, je crois que le public a été nourri avec beaucoup d'éléments qui donnent beaucoup d'espoir et qui montrent aussi toutes les difficultés qui sont devant nous. Hein. Donc, il y a des sacrés challenges à relever. Mais vos actions sont très concrètes, tangibles, avec de l'impact sur le terrain. Donc, continuez comme ça. Je pense que les auditeurs ont entendu les choses, les éléments, les outils sur lesquels ils peuvent s'inscrire hein, aussi. Et donc, n'hésitez pas. Toutes les vidéos de ce forum seront retravaillées, montées, mises en ligne et diffusées dans les jours prochains. On vous remercie. Et encore une fois, bon week-end à tous. Et merci pour vos contributions du jour. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.